La parole est au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Ça va ? Il a 14 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, nous avons en cet instant tous conscience de la gravité de la situation, de la portée des mots aussi. Et je voudrais, cet après-midi, vous parler avec mon cœur de Français, avec mes convictions républicaines. Je voudrais vous parler d'homme à homme aussi, dans cette situation difficile, cette situation qui, évidemment, peut déraper, cette situation qui exige de nous une hauteur de vue. Je voudrais vous parler comme nous parlons habituellement ici au Sénat, avec une conscience et un sens aigu de la responsabilité, avec le sentiment de nos devoirs, le devoir bien sûr, cher Claude Malhuret, du courage, de la lucidité, sans complaisance, parce qu'on ne peut pas traverser cette épreuve si nous ne regardons pas en face la vérité. La vérité, c'est aussi que nous avons le devoir de nous rassembler sur une double exigence. Une exigence de fermeté, une exigence de responsabilité. L'exigence de fermeté d'abord, la fermeté en face de la violence. Nous sommes les élus de la République, mes chers collègues. Nous ne devons supporter aucune atteinte d'abord à ceux qui la servent, aux forces de l'ordre, aux forces de la sécurité civile. Nous ne devons tolérer aucun acte de vandalisme, aucun acte qui dégrade, qui profane les symboles les plus sacrés de la République, de la France. Bien sûr, l'Arc de Triomphe. Bien sûr, évidemment, ce lieu sacré où repose le soldat inconnu. La tombe profanée. Mon grand-père était un poilu, et je ne doute pas que parmi vous, vous ayez des aïeux, des grands-parents, qui ont été aussi des poilus. Ces actes ne sont pas des actes de résistance, comme je l'ai entendu. Ce ne sont pas non plus des actes qu'il faudrait excuser, ce sont des actes de barbarie qu'il faut punir de la façon la plus sévère. En cet instant, Monsieur le Premier ministre, ce que nous vous demandons, ce que nous demandons à vos ministres, c'est de casser les casseurs. Ils n'ont droit de notre part à aucune excuse. La force de la loi doit passer. Le Sénat fait des propositions, notre famille politique aussi. Il ne faut avoir aucune pudeur partisane. Vous devez vous en saisir, vous pouvez les modifier, bien entendu. L'important, c'est d'agir vite. Foch avait l'habitude de dire qu'il y a une seule faute qui soit infamante, c'est l'inaction. Alors agissez parce qu'aujourd'hui, en France, le droit à manifester dans le calme est désormais blessé. Il est peut-être blessé gravement. Et l'État régalien ne doit plus désormais, à compter de ce jour, l'État régalien ne doit plus s'excuser de protéger nos concitoyens. Bien sûr, devoir de fermeté, exigence de responsabilité. Nous l'avons eu, cette exigence. Depuis le départ, nous avons dénoncé les violences. Depuis le début, nous appelons au calme, et je le fais aujourd'hui avec tous mes collègues, quel que soit le banc, quels que soient les groupes, évidemment. Mais depuis le début, nous n'avons pas confondu. Nous avons fait la différence de cette France du grand déclassement, celle qui travaille dur, qui ne parvient pas à boucler ses fins de mois, celle qui manifeste aussi en plantant des drapeaux tricolores sur des ronds-points, en chantant la Marseillaise. Bien sûr, nous ne confondons pas cette France du labeur, avec la France de l'ensauvagement, cette France qui profite du désordre pour piller, pour crier et surtout pour crier la haine de la République. C'est intolérable, bien sûr, et tous les groupes devraient le dénoncer comme tel, sans aucune fausse pudeur. Mais Monsieur le Premier ministre, pour ramener le calme, il faut aussi que, et vous me le permettrez, c'est ce devoir de vérité, que le gouvernement revienne aussi à une certaine réalité. Parce que
depuis le début de cette grande colère, vous avez semblé en décalage. Cette colère, c'est une colère sociale. Elle est profonde dans ses causes. Elle est aussi inédite dans son mode d'expression, bien sûr. Et vous avez été perçu en tout cas, comme essayant de courir après les événements. Je pense que vous avez du mal à la saisir parce que vous vous êtes d'abord installé dans une situation de déni. Déni lorsque vous avez cru, vis-à-vis de nos concitoyens, expliquer que le cas était forcément bon et qu'il fallait simplement leur faire de la pédagogie, qu'à cette colère qui venait du monde d'en bas, il fallait répondre par des solutions d'en haut, un haut conseil du climat. Comme si finalement, il fallait répondre à cette exaspération par une solution technocratique. Comme si la promesse de dépassement du clivage n'était autre chose qu'une utopie technocratique. Comme si finalement, cette promesse d'un nouveau monde, c'était le remplacement du gouvernement inspiré, empathique, cher Jean-Claude Ruquier, des hommes, par l'administration froide des choses. Déni aussi sur votre responsabilité. Je ne nie pas, et je l'ai écrit, vous le savez, dans une lettre ouverte, que les racines de cette crise sont lointaines. Mais vous ne pouvez pas pour autant vous exonérer de cette responsabilité que vous avez. Nous avons, et ça a été souligné par Hervé Martial, 2 records européens et records mondiaux du monde occidental, record européen de la dépense publique. Et l'an prochain, Albéric de Montgolfier l'a souligné à plusieurs reprises, ce sera la première année depuis 10 ans où le déficit public, qui engendre toujours plus d'endettement pour les plus jeunes de nos générations, va à nouveau croître. C'est aussi le record du monde des impôts et des taxes. Et cette colère, c'est d'abord la colère du ras-le-bol fiscal, des Français qui se sont sentis piégés, qui se sont sentis finalement trompés. Et puis, après ce déni, il y a cette forme d'arrogance et parfois de mépris qu'on a appelé la verticalité. Les Français n'ont pas besoin qu'on leur fasse de la pédagogie pour savoir ce qu'est un impôt, savoir ce qu'est une taxe. Ils savent parfaitement. Qu'est-ce que ce nouveau monde, si ça n'a été le prétexte à détruire l'ancien, à enjamber, oui, à enjamber les corps intermédiaires, les maires notamment. Les maires, alors que nous avons une crise de la démocratie, de la représentation la plus difficile, les maires dans lesquels les Français portent encore l'essentiel de leur confiance, les partenaires sociaux, les présidents d'associations. C'était ce nouveau monde qui était, soi-disant, le meilleur des mondes. Et pour paraphraser Peggy, ce monde qui fait le malin, ce monde de ceux qui savent, ce monde de ceux qui n'ont plus rien à apprendre. L'une des leçons de ces dernières années, c'est que finalement, ce qui imprime dans la mémoire des Français, c'est moins les longs et les grands discours, les beaux discours parfois, que finalement les petites phrases, semées au vent de l'improvisation, au vent de la caricature. Le déni, le mépris, mais aussi le sursis, avec beaucoup d'autres. Et nous nous sommes rencontrés, je vous l'ai dit. Marc Fesneau était à votre droite, si je me souviens bien. Le Sénat avait annulé la hausse de taxes. La hausse de taxes. C'est incompréhensible que vous ayez accordé un moratoire. Nous savions, vous deviez savoir, que c'était une solution trop faible, trop peu et surtout trop tardive, et qu'après ce moratoire, évidemment, on vous demanderait l'annulation. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et le geste que vous avez dû consentir, que le président d'ailleurs a décidé, ce geste-là, alors qu'il aurait pu paraître comme une main tendue, il est apparu comme une sorte d'aveu de faiblesse. Oui, je le dis, et je salue devant mes collègues, devant nos collègues, je salue la décision du président de la République. Il n'y en avait pas d'autre à prendre. Et vous pourriez vous inspirer du Sénat qui, au moment du PLFSS, cher Alain Milon, avait réindexé les retraites, mais aussi les allocations familiales. Je ne sais pas si cette mesure, trop tardive, fera quelque chose. Est-ce qu'elle va calmer la colère? Peut-être que non. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ce mécontentement. Il y a des forces qui sont à l'œuvre, en France et ailleurs. Vous avez ouvert les portes de l'abîme du mécontentement. Dans ce cri de colère, il y a aussi un cri existentiel, le cri d'un peuple qui ne veut plus qu'on l'ignore,
le cri d'un peuple qui veut qu'on tienne compte de ses choix. Pourquoi la crise de la démocratie s'étend-elle partout en Europe et ailleurs? Parce que les peuples ont le sentiment que ceux qui les gouvernent ne les entendent plus, qu'ils sont insensibles à leurs souffrances, que les choix des dirigeants ne sont pas les choix des peuples. Il y a eu tant de grands sujets qui ont été décidés dans le dos des peuples. Bien sûr, on a cité parfois le traité de Lisbonne, et je le cite ici à cette tribune. On a cité aussi un certain nombre d'accords internationaux, des jurisprudences, l'accord de Marrakech sur l'immigration, dont j'espère que le gouvernement n'apposera pas sa signature. Les jurisprudences de grandes institutions internationales qui ont une vision anglo-saxonne du droit et qui ne nous correspond pas, tout simplement. Mes chers collègues, la crise de la démocratie, c'est tout simplement que les peuples ne supporteront pas éternellement qu'on leur dise que le diagnostic qu'ils font est faux, qu'ils doivent être rééduqués. Il faut entendre, bien sûr, leur colère. Si nous ne le faisons pas, croyez-moi, ils sauront nous le dire et nous le diront beaucoup plus brutalement. Alors, mes chers collègues, je pense que pour sortir de la crise, il n'y a qu'une voie. Il n'y a qu'une voie, c'est celle de la nation. Il faut redonner du sens à la nation, il faut redonner du sens à l'unité nationale. Il faut donner du sens aussi à la République française. C'est notre bien commun à tous. Et pour redonner du sens, il faut aussi recréer du commun. Comment peut-on recréer du commun? Je vous donne quelques exemples parce que je les tire de l'actualité qui va nous intéresser et qui va faire en sorte que cet hémicycle travaillera au début d'année prochaine. D'abord, le modèle social. Recréer du sens, rebâtir du commun, c'est faire en sorte de réformer notre modèle social sans le déformer. Parce que dans une France profondément fracturée, après la guerre mondiale, toutes les forces en présence, des gaullistes aux communistes, la sécurité sociale a été créée comme un instrument de la démocratie, parce qu'il fallait signifier aux Français qu'ils étaient partie prenante du même destin, avec une belle devise, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas être soigné. Ça a été ça l'intuition de la sécurité sociale. Au moment où vous appauvrissez les retraités, au moment où vous continuez la déconstruction de l'universalité de la politique familiale, il faut vous en souvenir. C'est une déconstruction. Ne vous rapprochez pas du modèle anglo-saxon avec un filet de sécurité, un recentrage des aides sur les plus bas revenus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Pisani-Ferry, avec un éloignement des classes moyennes, parce que vous créeriez une fracture entre une société, la société de ceux qui payent toujours, des contribuables, et la société de ceux qui reçoivent. Ça n'est pas ça, le modèle social français. Penser le commun, c'est penser le social en France. Et puis aussi, faire du commun, construire du commun, c'est faire en sorte que les réformes soient justes, que lorsque l'on baisse l'impôt, on le baisse pour tous, que lorsqu'on veut faire la transition écologique, et bien sûr il faut la faire, on ne la fasse pas payer aux plus modestes. C'est tellement évident. Je voudrais vous dire, mes chers collègues, ça n'est pas en ajoutant des impôts aux taxes qu'on parviendra à rendre plus riches les plus pauvres. C'est faux. On ne crée pas de richesse qu'on parviendra demain à distribuer du pouvoir d'achat. Et puis enfin, notre République, c'est la République laïque. Ne touchez pas, Monsieur le Premier ministre, à la loi 1905. Parce que la République n'a pas à s'adapter aux religions. La République a à s'adapter au vote que nous ferons ici. Mais les religions doivent s'adapter à la République. Voilà, mes chers collègues. Et pour terminer et pour conclure, il nous faut sortir par le haut. Oubliez votre projet d'émancipation individualiste parce qu'il affaiblit le commun, parce qu'il dissout les liens. Sortir par le haut, c'est penser à la France. Parce que je suis persuadé que dans cette colère, dans cet abîme de désespérance, il n'y a pas que des annonces qui concernent la situation matérielle. Il y a aussi un besoin de France. Il y a un besoin de protection, il y a un besoin de sens. Il faudra que le président de la République s'adresse aux Français, bien sûr, qu'il retisse les liens que nous avons tous
à retisser avec nos compatriotes. Et je suis sûr qu'au bout du bout, peut-être pourra-t-il parvenir à renouer les fils de ce lien pour qu'on puisse rallumer dans le cœur de chaque Français la flamme de l'amour de la patrie, pour qu'on puisse demain éteindre un incendie qui se propage. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est